Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour accueillir Alexandre Chollier, qui est là ce soir pour nous présenter son livre « Nicolas Bouvier, au gré des géographies ». Merci. C'est ça. Alors, C'est ça. deux petits mots, Alexandre, pour vous présenter, parce qu'on ne vous connaît pas en tant qu'auteur. C'est vrai. Ouais, hein. À la base, vous êtes... À la base, je suis de formation géographe Ouais. et j'ai quelques peines avec le qualificatif auteur-écrivain parce que je me dis que le géographe sait écrire ou est capable d'écrire aussi. Et donc mon métier au civil, c'est enseignant de géographie. Et je consacre pas mal de mon temps, ma femme pourra en témoigner, à des recherches sur des auteurs qui ont touché de près ou de loin la géographie. J'ai des auteurs que j'aime beaucoup comme Élisée Reclus, dont j'ai édité 5 ou 6 livres au fil des années. Pendant une période, c'était Kenneth White. En tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur, Ouais. ou responsable de collection. Mhm. Et à un autre moment, c'était plutôt la géopoétique qui était mon carburant. Et c'est dans ce cadre-là aussi que la figure Nicolas Bouvier a été souvent évoquée. Et Nicolas était une sorte, pour un Genevois d'origine, une figure presque tutélaire, qui était pas tout le temps là, mais qui, dans les moments importants, n'était jamais très loin. Bon, Nicolas Bouvier, en 2 mots, parce qu'il y a quand même des gens, des fois, qui ne savent pas qui est Nicolas Bouvier. Mais en 2 mots, comment on pourrait le qualifier? Présenter. Bon, alors là, on va en parler de toute façon. Mais... Peut-être on peut dire de lui qu'il est l'auteur d'un ouvrage vraiment à part, L'usage du monde, vraiment à part parce qu'il est aujourd'hui considéré comme un classique, mais que son histoire n'a pas été simple, l'histoire du livre, une écriture très longue, un refus d'éditeur, ou de nombreux refus d'éditeurs avant qu'il soit publié, donc une première édition à compte d'auteur. Ouais. Un succès limité dans l'espace, la Suisse romande, mais qui a peine à passer les frontières. Et puis ensuite... Il y a un grand voyageur d'abord. Oui, mais avant c'est vrai que... il y a un grand voyageur, mais qui veut écrire un livre, et qui l'appelle, alors qu'il voyage, le livre du monde. Et c'est vrai que c'est à travers ce livre, en fait, qu'on a en tête... qu'on a à disposition un beau point d'accroche pour savoir qui il est en vérité, écrivain ou voyageur. Et Nicolas Bouvier aura sa réponse à donner. Mais c'est d'abord l'écrivain d'un livre, et puis avant cela, bien sûr, c'est le voyageur. C'est le voyageur. Ouais. Et puis ce livre, c'est pas exactement une biographie, c'est un peu... Parce que lire, c'est un peu voyager. Mon dernier avertissement sera d'ordre pratique. Nicolas Bouvier savait qu'en voyage, une habitude prévaut sur toutes les autres, celle de ne pas en avoir. Ce livre veut faire sienne cette maxime, et si fil rouge il y a, biographique et chronologique s'entend, nous ne manquerons pas, le temps venu, d'y déroger pour estrayer autrement d'y sortir des chemins, ou plus simplement faire des allers-retours entre différents lieux et différents moments, même si c'est au risque d'être désorienté un court instant. Voilà peut-être pourquoi chaque carte contient en entame une citation de Nicolas Bouvier à la façon d'une rose des vents. Ne dit-on pas qu'il n'est de véritable carte sans elle? Oui, vous disiez qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une biographie. Alors là, il faut que je vous fasse rentrer un tout petit peu dans la fabrique du livre, parce qu'au départ, quand la proposition m'est faite d'écrire sur Nicolas Bouvier pour intégrer cette collection, on évoque une biographie. Et ma première réaction, c'est de dire « Ouh là là, les biographies consacrées à Nicolas Bouvier sont déjà là. Certaines sont très convaincantes, d'autres un peu moins. Mais ce serait assez périlleux que de frayer ce terrain-là qui est déjà largement... cultivé, exactement. Ouais. Et j'ai fait une contre-proposition qui en vérité n'a été qu'une manière de faire un détour et de revenir vers une biographie. C'était de dire que chez Nicolas Bouvier, il y a un mot qui revenait fréquemment, et toujours plus à mesure qu'il vieillissait, et c'était le mot géographie. Et une géographie, en vérité, c'est une biographie augmentée, au sens,
c'est la vie d'un être, mais en lien avec un lieu ou des lieux, et en lien avec les personnes qui habitent ces lieux. Et je me suis dit, voilà, ce sera pas la biographie de Nicolas Bouvier, mais une traversée des géographies de Nicolas Bouvier. Oui. Tant celles qu'il a vécues lui-même, que celles dans lesquelles il nous embarque en fait à travers ses livres. On va se plonger quand même dans l'enfance de Nicolas Bouvier. Hein. Le propre de l'enfance, une saisie immédiate et vorace de tout ce que nos 5 sens nous présentent pour la première fois. Une curiosité en état constant d'alerte rouge. Saisir le monde, l'expression est lâchée. Après le dehors si proche, où l'on se baguenaude les mains dans les poches, l'air de rien, mais l'œil aux aguets, il y a le dedans qui s'ouvre paradoxalement sur de nouveaux horizons, ceux qu'on découvre à l'intérieur des livres ou des atlas, et qui donnent de la profondeur et des couleurs aux environs connus. Mais encore, faut-il savoir lire. Nicolas a de la chance. Ida, la jeune bonne qui lui sert littéralement de mère, s'emploie très tôt à lui apprendre la lecture sur la table de la cuisine, avec parmi les premiers mots, se plaît-on en tout cas volontiers à l'imaginer, des toponymes, des noms de lieux pour lesquels Nicolas Bouvier développera plus tard un enthousiasme sans limite. Très vite, livres et atlas sont dévorés. Les premiers pour la plupart à la chandelle en cachette avec Claude, son grand frère, les seconds couchés à plat ventre sur le tapis du salon avec l'assentiment des adultes, tandis que les uns lui ouvrent les portes de toutes sortes de géographies imaginaires, les autres fixent celle-ci sur la planète, une planète bien réelle, mais encore si mystérieuse. Un azimut se distingue tout de suite des autres, le Nord. Jack London et James Oliver Curwood y ont leur part, mais aussi Jules Verne, dont les romans vont lui servir de véritables initiations à la géographie, comme c'est le cas de Michel Strogoff, que Nicolas lit à 8 ans et par l'entremise duquel le jardin du Grand Lancy se transforme tout à coup en avant-poste de la Sibérie. Les livres ont ce pouvoir-là et redessinent tout, espace et temps confondus. Alors quand à Jules Verne succède à Reni, aîné de sa guerre du feu, sa minuscule expérience du temps subjectif s'en trouve complètement chamboulée. Au pouvoir des mots se juxtapose dans les atlas celui des lignes frontières, des figures géométriques dessinées et coloriées. Une belle anecdote, contée à peine 2 mois avant qu'il meure, conserve une fraîcheur évidente. Nous sommes à l'été 1933. La famille s'apprête à passer des vacances en Autriche. Du haut de ses 4 ans, Nicolas possède déjà un atlas. Il l'adore et le connaît par cœur. Sur la carte politique de l'Europe, toutes les surfaces sont coloriées, à chaque pays ou presque sa couleur. L'Italie est d'un beau vert, un ton qu'elle partage d'ailleurs avec l'Islande, le Danemark, la Belgique et la Bulgarie. Sait-on pourquoi ? La Suisse, elle, est d'un rose carné, tout comme les îles britanniques et la Roumanie. Ce rose, il ne le voit pas, n'y pense pas, mais sait qu'il est là et qu'il s'arrête à la frontière. Alors, le jour où, pour la première fois, il traverse celle-ci, il n'attend bien sûr qu'une chose, qu'une fois la frontière passée, on passe du rose au jaune, que tout soit jaune. Les sabots, les perruques, les cartes postaux, eux, étaient bel et bien jaunes, et pas du tout. J'ai vu, confie-t-il alors, qu'il n'y avait aucun changement de couleur, et j'ai jugé qu'on m'avait dupé. C'est super pour les frontières, cette image. Oui, et on remarque ici le conteur Bouvier. En fait, ouais. L'enfance pour lui est vraiment un moment, je dirais, axial. On a l'impression qu'il se décide beaucoup de choses à ce moment-là, grâce au livre. Il a beaucoup de chance aussi grâce à son père. À son père, oui, à ses grands-parents, maternels, paternels. Voilà, quel milieu il vient. Oui. Voilà, c'est un milieu assez aisé, mais surtout très cultivé. Il passe tous ses étés dans d'immenses propriétés au bord du lac Léman. Il a donc beaucoup de chance. Et puis c'est surtout les livres en fait auxquels il a un accès généreux, enfin sans limite, oui. Qui vont lui ouvrir toutes sortes de géographies. Et c'est vrai que sans ces livres, il le dira, il n'y a pas de voyage possible pour lui. Donc c'est les livres qui sont vraiment le point de départ de ses futurs voyages. Mais la figure de l'enfant, j'ai l'impression qu'elle ne vieillit pas chez lui. C'est-à-dire que l'étonnement de l'enfant, il l'habite au moment où il part en 53, à 23-24 ans. Et il est encore là quand le vieil homme, il raconte ses anecdotes, quand il nous embarque dans ses histoires.
Voilà, donc pour moi, ça a été, il fallait que je passe par l'épisode enfance. Ouais, c'est fondamental dans les chez lui. Il y a 3 petits chapitres dessus, mais je savais que c'était vraiment nécessaire pour percevoir qui il était et ce que ça allait produire par la suite. Alors, le désir de voyager. On parlait de livres, de voyages, de couleurs. Septembre 1940, dans le préau du Collège de Genève, du côté du boulevard des Casemates, alors que la rentrée est encore toute fraîche, Nicolas Bouvier se fait un nouvel ami, Thierry Vernet. Le premier a 11 ans, le second presque 13. Depuis peu, les 2 garçons se retrouvent côte à côte en cours de français, classe de Monsieur Pilonnel. La raison ? Les 2 sont des as en matière de rédaction. À compter de ce jour, ils ne se quitteront plus, ou presque. Dans le préau, ce matin-là, il y a fort à parier qu'on ne parle plus du tout de la mobilisation, la mob, comme on dit ici, vieille déjà d'1 an. C'est l'affaire des parents, pas des enfants. Les enfants, la guerre, ils en ont fait leur affaire, imaginant qu'elle se terminera un jour et qu'alors, ils en profiteront pour faire le tour du monde. Mais avant de partir, guerre ou pas, il y a l'école et les études à finir. Des études que Nicolas poursuivra qu'un qu'à un. La situation s'améliorera à 2 ans de l'obtention de la maturité, terminant même celle-ci avec 1 an d'avance. Il les poursuivra à l'Université de Genève en faculté de lettres et de droit. De son côté, Thierry Vernet bifurquera et abandonnera ses études pour commencer un apprentissage de décorateur et s'initier à la peinture. Dans un témoignage très émouvant donné le jour du 60e anniversaire de Nicolas Bouvier, le 6 mars 1989, Thierry Vernet rappelle que si le désir de partir se conjugue souvent au pluriel et habite de façon certaine tous les enfants, voire en pousse quelques-uns à partir ensemble pour un tour du monde, en vérité, le désir de voyage demeure absolument singulier. Nicolas, peut-être plus poète, était parti sans esprit de retour, alors que lui, plus impatient, un peu plus, nerveux peut-être, avait l'impression que s'il devait accomplir quelque chose à ce moment, il n'en reviendrait pas moins. L'acceptation de cette différence fut le ciment de leur amitié et un signe de cette gémilité entrevue lors des premières rencontres puis confirmée lors de voyages. Ce 6 mars 1989, au détour d'un échange, et ce avant même d'avoir nommé Thierry Vernet, Nicolas Bouvier parlera de son jumeau de cœur. Rien d'anodin dans cette formule qu'il abandonnera par la suite, lui préférant celle de jumeau psychologique. N'est-elle pas parfaite ? Disons que jusqu'alors, il la réservait à l'amitié intemporelle liant Michel de Montaigne et Étienne de la Boétie. Le premier parlant du second dans des termes que Nicolas Bouvier aurait sans l'ombre d'un doute adopté. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je ne puis que répondre parce que c'était lui, parce que c'était moi. J'aime beaucoup cet épisode-là, en fait, la rencontre des 2 garçons, surtout quand on sait ce qu'elle va produire sur le long terme. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont lu la correspondance Thierry Vernet, Nicolas Bouvier. Elle court du milieu des années 40 jusqu'en 1992 et ont été publiées 1000 pages qui couvrent la période jusqu'à 1964. Et c'est à la vie, à la mort. Et quand on sait aussi l'importance qu'a eu cette amitié lors du voyage, puisque les 2 partent ensemble en fait en direction de l'Orient. Thierry est parti 1 mois plus tôt, il est parti seul, plutôt 6 semaines plus tôt, et Nicolas va le retrouver à Belgrade. Et c'est quasiment impossible de penser à Nicolas Bouvier sans penser à Thierry Vernet. En matière d'écriture, c'est pas que Thierry est son maître en écriture, mais sans le travail du peintre, le regard de l'écrivain n'aurait pas été construit de telle manière. Il se passe quelque chose dès le départ, et c'est très touchant de voir par ailleurs que le voyage, bien qu'à un moment ils se séparent, puisqu'à un moment ils vont devoir se séparer, comme Thierry Vernet le confiait tout à l'heure dans ce témoignage, en fait l'amitié va jamais en souffrir. Et même on peut, avec le recul, et puis nous en particulier, s'en féliciter, parce que sans cette séparation, eh bien, on n'aurait pas eu autant de témoignages de cette amitié, puisque la correspondance, dès lors qu'ils étaient séparés, s'est enclenchée. Et les lettres se sont
largement échangé entre les deux hommes, et aujourd'hui on peut les lire, et puis repartir avec eux grâce à elle dans ces contrées-là. Donc oui, Thierry Vernet, parler de Nicolas Bouvier sans évoquer le nom de Vernet n'est pas chose aisée. En même temps, il y a aussi un contexte. Donc ils naissent tous les deux en... Quelle année il est déjà Nicolas Nicolas est de 1929. 29, voilà. Donc ils connaissent la guerre en Suisse. En Suisse. C'est quand même cool, mais c'est pas... On va dire que ça ressemble un peu à un confinement, c'est ça ? Oui, c'est vrai. J'ai écrit ce texte pendant le... Oui, on le sent. Oui, on le sent. Et j'ai voyagé en l'écrivant, en vérité. Oui, pour eux, c'est véritablement la guerre bloque leur première... ou plutôt confine leurs premières escapades. Et dès que les frontières s'ouvrent, ils partent. Très clairement. Et ça va être les cercles concentriques. Mais est-ce que c'est pas aussi ce contexte historique qui fait qu'ils ont encore plus envie de bouger, qu'ils ont encore plus envie de partir, ou pas forcément ? Je dirais que, comment dire, en travaillant à ce projet, en présentant ce projet lors de conférences ou d'échanges, de discussions, j'ai trop souvent rencontré des gens qui étaient partis grâce ou à cause de Nicolas Bouvier, sur ses traces ou ailleurs. Et j'ai l'impression que ce besoin de partir et de sortir d'un contexte, d'un moment, d'un lieu, d'un pays, il est transhistorique. Il est bien sûr lié à un contexte, mais il est plus lié à des histoires vécues. Mais oui, ce qu'ils ont vécu, ça c'est certain, on ne pourra plus le vivre aujourd'hui. Parce que le monde a changé, parce que... Mais en même temps, on se prend en jeu et on se met à voyager avec eux. Effectivement. Justement là. À force d'habiter dans un pays épargné par la guerre, mais aussi confiné par elle, on finit assez vite par s'y sentir à l'étroit. S'échapper lors de vacances scolaires ou des fins de semaine sur les rives du Léman, voire sur les pentes de montagnes escarpées, qui plus est accompagnées d'un guide, ne suffit plus. Alors, le jour où les frontières s'ouvrent, il n'est guère étonnant que Nicolas Bouvier se retrouve en somme expulsé vers l'extérieur comme un pépin de citron. La complicité avec son père se double ici d'une formidable relation de confiance. Et tout, désormais, paraît facile, partir autant que revenir. Fin 1945, il commence par parcourir à vélo la Bresse, récemment libérée par les chars franco-américains, ayant un œil pour tout ce qui se passe autour de lui, jusqu'aux enseignes coiffant les devantures des magasins, comme sur ce quai à Chalon-sur-Saône où voisinent ces deux boutiques, l'une des primeurs, la Reine du Fruit, l'autre de vélo au Roi de la Gomme. À peine une année plus tard, plutôt que d'aller dépenser le pécule reçu sur les pistes de ski de Villars, où il n'aurait pas fait long feu, Nicolas décide de partir à Florence. La lyre italienne ne pèse pas lourd face aux francs suisses. Ses parents lui rabattent depuis longtemps les oreilles des merveilles de l'Italie, sans compter l'envie de franchir les Alpes qui fait le reste. Il gardera un souvenir émerveillé des 10 jours passés dans cette ville encore marquée des stigmates de la guerre, trouvant gîte et vivant comme un prince dans un petit hôtel à la façade éventrée, situé entre le Ponte Vecchio et le Ponte Santa Trinita. Il en revient des récits plein les poches, cela tombe bien. Ses parents en sont friands, son père en particulier, lui qui n'a pas pu voyager autant qu'il l'aurait voulu. Et Nicolas raconte, visite de musée, rencontre avec Bernard Berenson, l'historien de l'art, mais aussi comment dans un tripot malfamé, il a joué et gagné 17 fois sa mise. Des histoires comme celle-là, un vrai voyage n'en est jamais avare. Pour le père, c'est une excursion par procuration. Pour le fils, c'est un moment béni où tout conflit de génération s'évanouit d'un coup. Et puis cet échange ne sera pas le dernier. Effectivement. Peut-être qu'on peut montrer la photo. La photo, parce que c'est de son passeport. Oui, c'est une carte d'identité qui le montre vraiment à cet âge-là. Tout jeune, très beau. Ouais. Enfin. Mais très fin. Je trouve qu'il n'a pas la gueule du baroudeur ou de l'aventurier. Alors, est-ce qu'il y a une gueule du baroudeur ? Il y a un petit peu quand même, des fois dans les images qu'on peut se faire, mais il a vraiment, il est fait assez fin, assez dandy, enfin dandy entre guillemets, mais... Oui, alors je crois que le voyage va lui permettre de conserver cette... comment appeler ceci ce profil-là, parce qu'il va souvent tomber malade.
c'est pas quelqu'un qui va que le voyage va épargner, si on veut. Ouais. Mais il y a un petit côté dandy. Il y a un côté fragile. Il y a un côté fragile, Ouais. il y a un côté fragile, mais en même temps, il tient le choc, il va partout, il traverse tout. Non, alors là, véritablement, c'est vrai que je voulais montrer l'image parce que c'est un des cadeaux du livre, c'est quand on travaille sur un projet comme ceci, comme les amis commencent à savoir qu'on y travaille et qu'ils connaissent des gens qui connaissaient Nicolas Bouvier ou le réseau commence à se mettre en marche. Et là, c'est un ami d'un ami qui travaillait aux archives cantonales de Genève et qui a retrouvé la carte. Qui a retrouvé cette carte qui était sympa. inédite. Ouais. Voilà. Alors, c'est le plaisir du travail de recherche dans les archives. Et sinon, le point important ici, c'est vraiment l'aspect épistolaire. C'est que Nicolas Bouvier est un formidable épistolier, d'abord à l'intention de ses parents, son père et sa mère, puis de ses amis. Et c'est très important pour lui parce qu'il veut devenir écrivain, un petit peu par bravade, mais il sait que c'est difficile, et écrire des lettres lui semble plus aisé, plus facile. Mais ces lettres sont le matériau ou la matière première de ses futurs récits. Et donc c'est un bon calcul. Parce qu'il donne des nouvelles, il rassure, il garde trace des événements, et il a une matière première qui s'accumule, qui ne perd pas. Parce qu'en voyage, on perd certaines choses. Et puis il a à cœur à raconter à son père aussi. Il y a un lien quand même. Son père qui rêve de voyager, qui l'encourage. Oui, je pense qu'entre... Il veut partager, quoi. Il veut partager, mais ça dépasse la seule relation filiale. Ouais. Même si on sent qu'avec le père, il y a vraiment un lien très fort, un lien qui n'existe pas vraiment avec la mère, même si les lettres à la mère sont encore plus belles que les lettres au père, à comprendre pourquoi. Mais ce besoin de raconter, qui commence avec les histoires racontées aux parents, en fait, il devient un besoin de raconter tout court. Et on le trouve dans les lettres, mais on va le trouver dans les conférences qu'il va faire au cours de son voyage, et puis dans ses livres, puisque au milieu des années 70 ou 70, en Suisse, quand on parle de lui, on parle du conteur. Ouais. D'un conteur formidable, à la fois à l'oral, où il captive des salles entières. On n'arrive pas à l'arrêter. Les journalistes, souvent, sont derrière à essayer de l'arrêter. En fait, il nous embarque. Et puis dans ses livres aussi. Donc une écriture qui mobilise cet art du conteur. Et je pense, peut-être un peu naïvement, mais j'aime bien être naïf dans mon approche, que tout démarre un peu simplement avec cette relation au père, à ce besoin de raconter, à ce contrat avec ses parents. Vous me laissez partir, je reviendrai avec ma charge de présents et de souvenirs. Ouais. Alors, on va commencer avec les premiers voyages. On ne va pas aller jusqu'au bout, évidemment, parce qu'il faut vous donner envie, on vous stimule là un peu, mais là, c'est son premier voyage en 51. Là, on peut en dire juste quelques mots, puis je lirai après. Oui, c'est bien qu'on en parle, voilà. parce qu'il y a le mythe Bouvier qui a tendance à écarter en fait la vraie histoire. Et il est bien de savoir qu'un voyage, de la trempe du voyage dans lequel il se lance en 53 se prépare. Et là, on est dans un pré-voyage. Donc là, ils vont passer la douane avec la Topolino déjà. Oui, alors la voiture est déjà là. Ah oui, parce que la voiture, il faut aussi apprendre à la connaître. C'est son père qui l'a offert, c'est ça ? C'est ses parents qui lui ont offert, oui. Donc ils vont passer. Donc là, en fait, ils veulent partir. Ils partent de Trieste et ils vont jusqu'à. Leur objectif, c'est Istanbul. Voilà. Ils doivent traverser la Yougoslavie et ils ont très peu de temps. Donc là, ils font un détour par Belgrade, pardon. Belgrade, oui. Belgrade, c'est pas très loin, mais c'est moins exotique. Le passage de la douane se fait sans anicroche, puis les étapes se suivent sans se ressembler. Cesna, Rijeka, Senj. La route entre les deux est vraiment très mauvaise. Il s'agit plus d'une piste ou d'un sentier qu'autre chose. Šibnik, Split, toujours sur la côte dalmate, de Split à Sarajevo avant de repartir pour Belgrade et ensuite viser la frontière grecque. On roule souvent de nuit, parfois jusqu'à 20 heures d'affilée.
L'équipée paraît au garçon aussi hallucinée qu'hallucinante. On l'imagine sans mal, la voiture souffre, la poussière s'insinue partout, sans compter qu'il faut sans cesse lutter contre le sommeil. Alors, quand un peu avant l'aube, on arrive à Sarajevo, que le marché est en train d'ouvrir et que les premiers poivrons rouges s'élèvent en pyramide sur les charrettes en bois, on n'est que trop heureux de couper le moteur et de se diriger vers le premier bistrot venu pour se rafraîchir le gosier. Au fil des années, Nicolas Bouvier n'eut de cesse de compter l'épisode, toujours avec la même verve, toujours avec le même bonheur. L'entendre une seule fois suffit pour que la scène prenne vie. Les ouvriers de la cimenterie attablés devant leur verre de Slivovitch, ce rat qui court le long d'une plainte, les vers qui volent et touchent l'animal à la carotide, la traînée rouge de sang, et tout à coup, parce que la radio vient d'être allumée, cette hémorragie musicale, soulevant littéralement de terre les trois amis et le reste du bistrot. Le motif initial du tour du monde rêvé 2 ans et demi plus tôt est aussitôt trouvé. Ce sera la musique tzigane. Ils reviendront, ils se le promettent déjà. Ce sera tout d'abord Belgrade, en janvier 1953, à l'époque de la grande fête de la Slava, saint patron de la famille pour les chrétiens orthodoxes, un enregistreur Nagra à manivelle dans les bagages. Les deux amis sont accompagnés par Floristella, puis 6 mois plus tard, Belgrade de nouveau, cette fois à la belle saison et en route pour l'Est. Ouais. Et je m'en parle quand je dis que Nicolas Bouvier, chaque fois qu'il racontait cette histoire-là, ce moment particulier, il prenait un plaisir fou. On le sent dans les témoignages, dans les vidéos, audio, c'est imparable. Et il est vrai que c'est le point de départ. Il voulait partir pour un tour du monde. Il avait lu Alexander Prokosch en particulier sur l'Asie centrale et le voyage devait se faire. Mais c'est en Yougoslavie, ce matin à Sarajevo, que le motif est trouvé. Ouais. Et donc ils ont eu beaucoup d'enregistrements. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Alors ils partent avec un enregistreur Nagra. Et ils vont faire autant d'enregistrements que possible. Ouais. Et pour cela, ils vont visiter les musées d'ethnologie ou autres, histoire d'avoir les bonnes adresses, de connaître, d'aller chercher les bons musiciens. Ils vont parfois avoir de la chance, parfois non. Maintenant, dans l'usage du monde, ils racontent tout ceci. Parfois en réécrivant l'histoire. Mais il est vrai qu'il revient avec des bandes, et même quand on creuse ceci, c'est ce qui va le lancer véritablement. Sa première émission en tant que journaliste radio, elle est consacrée à la musique tzigane, et elle prend place peu de temps après son retour à Genève, et nécessitera un nouveau voyage à Belgrade. Donc, et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette musique-là, elle l'accompagne durant le voyage, donc cette musique est passée à des publics différents tout au long du périple, en Iran, en Inde, à Ceylan, au Japon. Donc imaginez cette musique-là qui nourrit à l'aide d'images aussi, parce qu'ils vont prendre des photos, des conférences. Thierry Vernet est souvent aussi à l'accordéon, donc conférences, musique, images et textes mêlés. Et ça va tellement bien marcher que jusqu'à la fin de sa vie, il réutilisera les mêmes bandes, jusqu'à la toute fin. C'est incroyable. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de conférences. Hein. On en parlera après. Mais en voyage, en fait, c'est ce qu'il nourrissait aussi. Parce qu'il avait peu de moyens. Oui, alors... Puis il partait longtemps. Il partait longtemps. Il aurait eu les moyens de vivre un peu mieux. Ses parents étaient prêts à l'aider, mais lui était décidé à vivre le voyage selon les règles du voyage. Et donc Thierry voulait vendre des peintures, des tableaux, des dessins, des peintures, et Nicolas voulait jouer aux journalistes et vendre des textes. Mais c'était pas simple. Thierry avait un peu plus de succès que Nicolas, et ils ont compris que la conférence était un format qui, lui, fonctionnait assez bien. Et donc, ils sont devenus conférenciers. Ou plutôt, Nicolas est devenu conférencier avec l'aide de Thierry. Les premières en français,
Et arrivé en Inde, il commence à en faire en anglais. Et puis ça ne va pas s'arrêter. Et effectivement, c'est chaque fois l'occasion pour lui ensuite de tisser des liens avec la bonne société du lieu, d'avoir des liens avec les rédactions, radios, journaux, et donc potentiellement d'écrire des articles avec lesquels il est assez dur. Enfin, il dit qu'il écrit, c'est pas convaincant, qu'il n'est pas content, mais en vérité, il y travaille beaucoup, et il y a un moment où il devient véritablement écrivain. Ouais. Alors là, on est en Turquie. Là, je crois que là, c'est à partir du deuxième voyage. Oui. Le 10 octobre, sur la route de Sungurlu, excusez-moi pour les prononciations, mais bon, à une bonne centaine de kilomètres à l'est d'Ankara, quelque chose vient les frapper en pleine face. Cette fois, le monde a changé d'échelle. C'est bien l'Asie qui commence. Les distances s'envolent et sur la route, on s'aperçoit désormais des camions 1 heure avant de les croiser, pendant qu'on prend les yeux d'un simple hibou pour les phares d'une voiture. Des kilomètres au compteur n'importent plus. L'essence s'affole et l'on se prend à rêver à une nouvelle unité de distance, l'horizon. 2 jours plus tard, c'est Trebizonde, à partir de laquelle la route oblique vers l'intérieur des terres, plein sud. La panse de nouveau bourrée de cols, dont celui de Kop, une montée interminable où il faut sans cesse sauter de la voiture et pousser, sauter et pousser. Au sommet, le voyage est atterrant de beauté et le bonheur pas loin. Le 15 octobre, arrivé à Erzurum, voiture garée non loin, on s'inquiète des événements qui agitent la ville. Nicolas Bouvier a pris cette habitude assez tôt dans le voyage. À peine arrivé quelque part, il ouvre le premier journal local venu et trouve un instituteur ou un flic pour lui traduire les faits divers. Et ce matin-là, le fait divers, c'est 70 morts pour une cigale. Bien des années plus tard, dans une longue phrase offerte aux éditeurs de l'atelier de création radiophonique, phrase qu'il énonce d'une seule traite et grâce à laquelle il tient en haleine son public, Nicolas Bouvier la partage avec nous. C'est l'histoire d'un petit gamin anatolien qui avait une cigale en cage. Comme ça, on a volontiers des insectes chanteurs dans des petites cages d'osier, on leur donne un petit bout de concombre qu'ils grignotent, un peu de salade, puis ils chantent et puis cette cigale s'est échappée. Et il a cru reconnaître son cri dans le champ d'un voisin. Donc il a foulé un peu de seigle, puis s'est fait roser par le paysan qui lui a vraiment bastonné. Il est rentré chez lui couvert d'échinose. Alors bon, le père, les frères, les oncles ont pris leurs fusils. Et puis ils sont allés massacrer la famille du responsable de la bastonnade. Et puis le lendemain, c'était les 2 villages l'un contre l'autre. Et ça a fait 70 morts. Oui, 70 morts. Oui. Oui, c'est une très belle entrée dans cet art du conteur. Oui, parce qu'il est... Comment dire ? Il se base toujours... il est assez sévère avec l'écrivain, peut-être parfois trop, et c'est peut-être une posture en quelque sorte pour se protéger. Mais souvent, il dit qu'il ne crée pas les mots ni les choses, et qu'il est là pour faire la poste entre les deux. Et qu'il considère qu'avant les mots, il y a l'expérience. Et dès qu'il est témoin d'une expérience ou d'un événement, en fait, il s'en saisit. Et là, il y a l'épisode anatolien. Il y en aura d'autres au fil du voyage. Et il arrive chaque fois, en fait, à nous embarquer. Et dans sa manière de raconter, en fait, il y a une sorte de flux qui se met en place. Et l'histoire, le flux demeure tel quel jusqu'à la fin de l'histoire. Il n'y a pas de moyen d'arrêter le conteur. Il faut aller jusqu'à la fin de l'histoire, et puis là, il reprend son souffle, et puis on imagine ce que l'Assemblée ou Tours peut... ou comment elle peut réagir, et tout ça. Et en fait, son voyage, il le dit aussi assez régulièrement, il n'est pas à la recherche des grands événements, il cherche plutôt les petits miracles. Alors cette bastonnade, du quotidien. Ouais. Alors on peut pas parler d'un petit miracle, mais surtout c'est vrai en plus. Oui, alors après le côté véridique avec le conteur. Là, je dois avouer que personnellement, je suis un lecteur de l'usage du monde qui a pris l'usage du monde tel quel. Le voyage est raconté, voilà ce qui s'est passé. Pas tout
été dit, mais ce qui est dit, c'est passé. Et en vérité, quand on rentre dans la fabrique du livre, quand on rentre dans la correspondance, on se rend compte que certaines choses se sont bien passées, mais pas à ce moment-là, pas dans ce lieu-là. Et en fait, pour que l'histoire nous emporte, le conteur doit retresser les histoires ensemble. Et moi, je lui en veux pas, en quelque sorte. Dès qu'il arrive à m'embarquer, en fait, le contrat est respecté, et puis on est... Oui, c'est plus un travail d'auteur que de journaliste, quoi. C'est plus... Oui, alors voilà, là, exactement, là c'est l'auteur, le journaliste n'est plus là. Et d'ailleurs, cette histoire est écrite pas sur l'instant. Et c'est aussi la marque du conteur. Il fonctionne à la mémoire. Il a une mémoire assez folle. Oui, parce que des fois, il écrit 20 ans après. C'est le propre de Bouvier d'écrire après, et souvent très longtemps après. Mais enfin, il a quand même écrit des lettres avant. Oui. Et puis il a des carnets. Il a des carnets. Et on a encore les carnets. Ce qu'on n'a plus, c'est les manuscrits des ouvrages. Ça, il a l'habitude de s'en débarrasser, de les détruire. Donc on n'a plus accès aux différentes versions qui amènent à la version finale de l'usage du monde. Par contre, on a les carnets et on a la correspondance aujourd'hui. Je regarde juste l'heure. Mais s'il y a des gens quand même qui ont des questions, n'hésitez pas, parce que un spécialiste qui connaît bien, donc il pourra vous répondre. Mais on peut continuer. Enfin, je vais continuer quand même. Ce voyage. Donc il part, le grand voyage de l'usage du monde, il part en 1953, il part de Genève. Genève, avec sa voiture. Donc on peut redire le périple un peu grosso modo. Le périple, il rejoint en quelques jours Belgrade, où il retrouve Thierry Vernet. Ils vont passer 2 semaines à Belgrade. Ils partent ensuite enregistrer des tziganes. Il y a quelques très beaux passages dans l'usage du monde, magnifiques. Et puis ensuite, c'est la descente vers la Macédoine, la Grèce, dont il parle très peu dans l'usage du monde, la Turquie, en particulier l'Anatolie. Et puis, il y a un moment très important du voyage, qui est l'arrivée en Iran, à Tabriz, où ils vont rester 6 mois. C'est la première grande étape. Et elle est importante parce que c'est là qu'il a sa première chambre d'écriture. 6 mois à Tabriz, c'est tout l'hiver. C'est souvent des étapes sédentaires en hiver. Ils voyagent avec les beaux jours et on comprend. Ensuite, c'est Téhéran, où il reste 2 mois. Là, c'est plutôt vendre du texte, Il se refait une santé financière. Voilà, on se refait une santé financière, on connaît les diplomates, on est dans les bons et beaux quartiers. Et puis, on se prépare à une traversée qui est très difficile, qui est celle du sud iranien et du Pakistan, donc les déserts, qui vont leur prendre 6 semaines, ou cette traversée va leur prendre 6 semaines. Et là, on est à l'été 54, on ne traverse pas ces coins durant l'été. Et si on doit le faire pendant l'été, on roule de jour, et on roule de nuit, eux roulent de jour. Arrivés à la frontière iranienne, ils arrivent au Pakistan. Ils vont rester ici au Pakistan quelques semaines à cause d'ennuis mécaniques. C'est aussi le propre du voyage. Un pignon de la voiture. Ouais, puis il faut quand même dire que les routes, à l'époque, c'était pas... il faut s'imaginer... Que c'est plutôt des chemins de terre partout, quoi. Oui. Il n'y a pas de route. Imaginez une vitesse de croisière à 30 km/h. 30 km/h, qui est une belle vitesse, il en parle aussi. Et puis quand ça monte un peu moins, et la descente fait peur, Après le Pakistan, il y a l'Afghanistan, qui est le lieu où les 2 amis se séparent. Thierry Vernet part en direction du Sri Lanka, et Nicolas vagabonde au nord, puis fait toute la descente de l'Inde en voiture pour rejoindre quelques mois plus tard son ami. Et puis Ceylan, c'est un moment où ils passent ensemble quelques mois, puis ce sera le départ après une période assez difficile vers le Japon, où il va rester près d'1 an, et puis ensuite ce sera le retour à Genève. Donc en tout 3 ans et demi pour un Genève... Et 3 livres. Et alors 3 livres, oui, mais alors
3 livres. L'usage du monde est écrit dans les années 58 à 61, donc au retour à Genève, publié en 63 après plein de soucis. Chronique japonaise est publiée une première fois à la fin des années 60, après un nouveau séjour au Japon d'1 an et demi. Et puis le Poisson Scorpion, qui relate l'étape intermédiaire à Ceylan, plutôt lui, est publié en 81. Et là, l'écriture est extrêmement longue, extrêmement pénible, et donc oui, il prend du temps. C'est un moment de dépression aussi, un peu assez lent. Alors là, à nouveau, Maladie, à nouveau, il faut, comment dire, j'aimerais pas, je sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont lu Le Poisson Scorpion. Si certaines ne l'ont pas encore lu, donc j'aimerais pas trop en dire, mais quand même en dire un tout petit peu. Je pense que... Alors oui, quand on lit Le Poisson Scorpion, c'est un moment de dépression, c'est un moment extrêmement difficile. Il va parler de magie noire, il va vivre des choses peu communes. Le récit hésite entre le témoignage et la fiction. Et à un moment, il verse complètement dans la fiction. Mais quand on s'intéresse au voyage en soi, en vérité, Galles est un drôle d'endroit, c'est un endroit important, mais oui, c'est un endroit où il tombe malade, mais c'est un endroit où il travaille énormément, où il écrit énormément, où il est décidé à se battre contre l'écriture plutôt contre la maladie, et c'est le moment où l'écrivain naît, véritablement. Et il se retrouve seul, en fait. Et il se retrouve seul, oui. Et oui, alors c'est peut-être le moment de grande solitude de Nicolas Bouvier, avec des moments très difficiles, mais qu'il va très peu évoquer dans la correspondance avec ses parents, il les protège, un peu plus avec Thierry Vernet, et j'ai l'impression qu'il faut quitter Ceylan pour savoir à quoi il est échappé. Parce que c'est en quittant Ceylan qu'il rencontre, qu'il lit des textes sur la magie noire, qui vont faire écho à sa propre expérience, qu'il rencontre un ami qui va travailler justement sur ces questions-là. Donc, si on veut, il lui faut quitter Ceylan pour savoir raconter Ceylan. Et puis, vous parliez de dépression. La dépression, en fait, c'est les années 70. Donc c'est au moment d'écrire. Oui, qu'il l'a vraiment. Oui, c'est ça. Alors, pas complètement, on dirait un neurasthénique, mais c'est pas un moment facile dans sa vie. Santé et tout ça. Donc, le Poisson Scorpion, et chez Nicolas Bouvier, moi je le sens comme ceci. Le texte, c'est le témoignage, un double témoignage du voyage en soi, de l'expérience, mais aussi de l'écriture et du moment de l'écriture. Et alors, c'est pas au même niveau, bien sûr, mais on perçoit ceci assez clairement chez Nicolas Bouvier. Et puis après, donc, ce sera les chroniques japonaises. Oui, alors ensuite, en fait, Nicolas Bouvier, c'est intéressant parce qu'il n'a pas de succès avec ses livres, ou avec son premier livre. Et son second livre, c'est un livre de commande. Donc, il écrit à la commande, mais il écrit de drôles de livres de commande, donc de véritables livres de littérature. Et donc, il repart au Japon, il avait derrière lui une année au Japon, seul, et quand il repart, il part avec femme et enfants, et il y reste presque 2 ans, et on se dit, là, c'est facile, là, il a son expérience, il repart là-bas pour écrire un livre, ça va être facile. Eh ben non, sa femme repart avec ses 2 enfants 6 mois plus tôt, pour le laisser travailler, écrire, ça ne marche pas, il n'y arrive pas, et c'est seulement à Genève, tout après, que finalement il s'en sort et qu'il rend le manuscrit, et le manuscrit fonctionne très bien, c'était un grand succès. Mais c'est jamais facile pour lui d'écrire. Et là aussi, ça en fait quelqu'un d'assez proche. Il n'est pas sur un piédestal, c'est quelqu'un qui souffre quand il travaille. C'est un artisan. Et il tend à le répéter pour pas qu'on pense qu'il est un écrivain de cabinet. Et puis il n'a pas envie d'avoir l'image d'écrivain voyageur, mais il préfère dire qu'il est un voyageur qui écrit. Oui. Même s'il dit qu'il confie qu'au tout départ, il s'est cru écrivain. Il s'est voulu écrivain. Et le premier voyage lui a montré qu'il était meilleur voyageur qu'écrivain.
Voilà. Et c'est un formidable voyageur. Ouais. Vraiment, formidable. Sa capacité à se... à rendre possible l'hospitalité, la solidarité entre les voyageurs. Oui, mais il a une sensibilité voilà. qu'il a acceptée, quoi. Enfin, partout où il passe, c'est pas l'étranger qui juge, c'est quelqu'un qui cherche à savoir, qui cherche à connaître. Oui, comme vous le dites, il est très sévère avec il l'appelle pseudo-philosophie du voyage, qui voudrait nous faire croire que le voyage est une façon de se découvrir soi-même. Et lui, un peu brutalement, dit je n'ai rien à foutre de savoir qui je suis, c'est les autres qui m'intéressent. Voilà. Et alors, il le dit un peu brutalement, on sent qu'il s'est quand même pas mal découvert à travers le voyage, mais c'est les autres qui l'intéressent. Effectivement. Il est tourné vers les autres. Oui, absolument. Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde l'a lu, tout le monde sait tout. Non? Il est décédé en 2 années. Il y a 25 ans exactement. Février 98, 98, pardon. Ouais. Ses enfants Thierry Vernet lui a survécu. Non, il est décédé 5 ou 6 ans plus tôt. Et ça a été un moment extrêmement difficile d'un cancer. Enfin, les 2 hommes décèdent d'un cancer. Et le départ de Thierry Vernet est catastrophique pour Nicolas. S'ensuit une dépression totale, une plongée dans l'alcool dont il va avoir de la peine à émerger. Et là on sent que c'est le choc absolu. Absolument. Donc vous nous racontiez que Nicolas était venu à Chamonix. Oui, absolument. Oui. Ah ouais. Mais Nicolas Bouvier avait un cercle de fans à Chamonix. C'est chouette ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et juste pour placer le décor, après j'essaierai de me faire oublier, mais je suis médecin, j'ai été médecin généraliste à Chamonix, j'ai toujours été fan de lecture et très vite, les patients se sont rendus compte aussi, ne serait-ce que parce que quand on arrive avec un bouquin, le bouquin qu'on lisait en salle d'attente, et qu'on commence à faire que la médecine dans la vie, on échange quelques mots. C'est une bonne médecine aussi, la lecture. Oui, voilà, mais bon, là, les magazines, c'est plutôt nous qui fournissons des magazines vieux de 10 ans, un peu écornés. Et voilà. Et donc, du coup, on a beaucoup parlé j'ai beaucoup parlé littérature avec beaucoup de gens à Chamonix, puisque j'en ai croisé beaucoup. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un lectorat pour Nicolas Bouvier qui était extraordinaire. Extraordinaire. Et il faut dire aussi que Chamonix, quand même, est un pays de grands voyageurs. Comme la Suisse. Oui. Mais c'est vrai, il y a une part des pays de montagne en fait. Bref, voilà. Nous avons profité avec une amie d'un passage de Nicolas Bouvier à Martigny. Enfin, donc comme on a appris qu'il donnait une conférence à Martigny, on est allé assister à la conférence. À la fin de la conférence, on a dit il faut venir à Chamonix. Et voilà, il est venu à Chamonix et il nous a fait une très belle conférence. Et comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, c'était vers la fin de sa vie. Il avait promis de revenir, on s'était promis de revenir, on était restés en contact, et même en contact épistolaire. Et puis malheureusement, la maladie l'a attrapé. C'est ça. Mais j'espère que c'est toujours vrai, qu'il y a toujours beaucoup de gens qui lisent Bouvier à Chamonix, qui l'ont lu. Oui. J'ai lu rapidement que vous aviez rencontré sa femme. Oui, Eliane. Quel a été son rôle dans le... Eliane est décédée au printemps passé. Mais c'est une personne qui, quand vous questionnez les gens qui ont travaillé sur Nicolas Bouvier, elle fait briller les regards. C'est vraiment une personne très importante pour tout ce qui est travail qui a été fait après la mort de Nicolas Bouvier, donc la possibilité d'accéder à ses archives. La famille a une politique très libérale. Et donc, on a accès à quasiment tout. Il y a très peu de boîtes noires dans lesquelles on ne peut pas aller regarder. Donc, il y a une énorme confiance qui est donnée aux chercheurs et aux chercheuses.
Et puis, plus directement, c'est une personne voilà, qui était absolument formidable, qui sortait d'un milieu bourgeois, très grande famille neuchâteloise. Son papa était conseiller fédéral de la Confédération suisse, donc il a été président de la Confédération suisse. Et c'était dans la famille un peu le garçon manqué, à faire toutes sortes de choses un peu dangereuses. Elle a gravi le Cervin à peine ses 18 ans passés pour embêter son papa. Enfin, elle était à chercher un petit peu les limites. Et quand elle rencontre Nicolas Bouvier, c'est le coup de foudre absolu pour les deux, réciproque. Et elle aimait bien raconter cette anecdote à la fin tout à la fin. C'est une dernière chose qu'elle m'a dite, qu'elle se pose très vite la question. Elle est censée repartir avec son frère en Inde, qui est diplomate, et qui repart en Inde. Et Nicolas, lui, à peine arrivé à Genève, après ses 3 ans et demi de voyage, veut repartir. Et il aimerait repartir en Amérique latine avec une troupe de théâtre rencontrée au Japon. Et elle lui dit ton livre, tu l'écriras pas si tu repars. Et puis notre histoire va s'arrêter là. Et en fait, elle arrive à le convaincre. Ils vont rester ensemble. Le livre, L'usage du monde, va être écrit. Et ça va être plus long que prévu, puisqu'il va mettre 2 ans et demi à l'écrire. Mais donc elle est absolument là au tout début. Et puis elle l'accompagne au Japon 2 ans et demi. Et puis ensuite c'est elle qui est là à un moment très important, parce que dans les années 60-70, il devient journaliste, il devient photographe, il devient iconographe. Donc il vit en indépendant, il n'a pas trop de problèmes d'argent, il s'en sort assez bien. Mais il y a un moment où ça devient assez compliqué, et c'est elle qui détient qui résout le problème en travaillant pour la Croix-Rouge. Et elle va leur permettre d'asseoir leur sécurité financière et lui permettre de se consacrer beaucoup plus à l'écriture du Poisson-Scorpion. Donc sans cette économie de couple aussi, et ça vaut pour beaucoup d'écrivains et d'écrivaines, eh bien, une bonne partie des livres, on ne les aurait pas sous les yeux. Ouais. Voilà, donc une personne très très forte. Et je devais écrire sur Nicolas, mais je voulais donner une petite place à Eliane, et elle est là à certains moments. Ouais. Via des photos, via des témoignages. Mais je voulais la faire vivre aussi dans ce livre. Elle a sa place. Vous avez d'autres questions? Donc ils se sont rencontrés avant l'expédition de 53 Non. Alors là, il y a une belle... Mais comment se sont-ils rencontrés? Oui, alors quand un voyageur, donc ils ne se connaissent pas avant le départ. D'ailleurs, avant le départ, Nicolas Bouvier est fou amoureux d'une fille, d'une autre. Elle va presque partir avec lui. Alors là, le voyage aurait été changé et toute l'histoire aurait été différente. Elle part pas. C'est la cause de sa dépression arrivée à Galles, parce que cette fille lui apprend qu'elle se marie, et c'est la catastrophe pour lui. Donc, quand il revient à Genève, il n'a pas de petite amie, mais il est un petit peu l'animal de zoo, c'est-à-dire le grand voyageur que tout le monde aime bien amener en soirée pour intéresser la compagnie. Et un soir, il lui est demandé de venir à une soirée. Le garçon qui lui demande de venir, en fait, est l'ancien petit copain d'Eliane, qui veut remettre la main sur elle et qui se dit « je vais l'attirer grâce à Nicolas ». Je vais l'épater. Je vais l'épater. Et en fait, ça marche pas. Le soir même, Nicolas et Eliane repartent ensemble. Ah bah ouais. Voilà. Donc, comme quoi, ça tient un peu de choses. Ça tient un peu de choses. Ouais. Bon, l'histoire est très joliment racontée par Nicolas Bouvier dans un texte qui s'appelle « La chambre rouge », puisqu'il va l'amener dans sa chambre rouge le premier soir de leur rencontre. Voilà. Pas d'autres questions? Non? Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu, Alexandre, jusqu'à nous.